29 avril 1945, Bavière, Allemagne. Les soldats de la 3e armée américaine, sous le commandement du général George S. Patton, progressaient à travers le sud de l'Allemagne durant les dernières semaines de la guerre. Ils avaient été en combat continu pendant plus de 500 jours. Ils avaient combattu à travers l'Afrique du Nord, la Sicile, la France et maintenant profondément dans le cœur de l'Allemagne. Ils avaient vu la dévastation de la guerre moderne. Des villes réduites en décombres, des champs de bataille jonchés de morts, l'horreur totale du combat mécanisé. Ils croyaient avoir tout vu de ce que la guerre pouvait leur montrer. Ils avaient profondément, catastrophiquement tort. Le 29 avril, des éléments de la 45e division d'infanterie, surnommée Thunderbird, et de la 42e division d'infanterie, la division Arc-en-Ciel, approchèrent d'une installation située approximativement à 16 km au nord-ouest de Munich. L'installation fut identifiée comme Dachau, un camp de concentration que les services de renseignement alliés avaient noté, mais dont les détails demeuraient limités. Les soldats approchèrent en s'attendant à quelque chose de similaire à un camp de prisonniers de guerre. Peut-être les conditions seraient-elles dures, peut-être les prisonniers montreraient-ils des signes de mauvais traitement. La guerre avait été brutale et personne ne s'attendait à ce que les nazis aient traité les captifs avec douceur. Mais rien, aucun briefing, aucun rapport de renseignement, aucune rumeur ne prépara les soldats américains à ce qu'ils découvrirent. Avant d'atteindre les portes principales du camp, les soldats rencontrèrent un train. 39 wagons de marchandises étaient immobiles sur des voies ferrées près de l'installation. Les wagons étaient fermés, mais l'odeur qui en émanait était écrasante. La puanteur indubitable de la mort et de la décomposition. Les soldats s'approchèrent du premier wagon et ouvrirent la porte coulissante. Ce qu'ils virent les hantrait pour le reste de leur vie. Le wagon de marchandises était rempli de corps. Des corps humains empilés les uns sur les autres dans un désordre grotesque. Des hommes, des femmes, certains qui semblaient être des enfants. Les corps étaient à divers stades de décomposition. Certains récemment morts, d'autres morts depuis des jours. Beaucoup étaient squelettiques, émaciés au point où les os saillaient fortement à travers la peau. Certains portaient les uniformes rayés des prisonniers de camps de concentration. D'autres étaient nus ou partiellement vêtus de haillons, et certains corps montraient des blessures par balles, preuve que des prisonniers avaient été abattus durant le transport ou en tentant de s'échapper. Les soldats ouvrirent davantage de wagons de marchandises. Chaque wagon contenait la même horreur. Des corps empilés comme du bois de chauffage. Le train de la mort, comme on en viendrait à l'appeler, contenait approximativement 2000 cadavres. Ce train était parti du camp de concentration de Buchenwald des jours plus tôt, transportant des prisonniers alors que les forces alliées approchaient. Les prisonniers avaient été entassés dans les wagons de marchandises scellés sans nourriture, eau, ni ventilation adéquate. Beaucoup étaient morts de faim, de déshydratation et d'exposition durant le voyage. Les gardes SS avaient abattu d'autres qui criaient ou tentaient de s'échapper lorsque le train s'arrêtait. Quand le train atteignit Dachau, les gardes SS l'avaient simplement abandonné, laissant les corps à l'intérieur alors qu'ils fuyaient les forces américaines qui approchaient. La réaction des soldats américains fut immédiate et viscérale. C'étaient des vétérans de combat endurcis, des hommes qui avaient survécu aux batailles les plus sanglantes du théâtre européen. Mais le train de la mort les brisa. Plusieurs soldats vomirent. D'autres pleurèrent ouvertement. Certains restèrent figés, incapables de traiter ce qu'ils voyaient. Le soldat James Hoy de l'Ohio, qui avait combattu de la Normandie à l'Allemagne, écrirait plus tard que le train de la mort était pire que tout ce qu'il avait vécu au combat. Le combat tuait des soldats, de jeunes hommes qui avaient choisi de se battre. Le train de la mort montrait le meurtre d'innocents. Des gens qui avaient été systématiquement affamés, et tué pour aucune raison au-delà de l'idéologie et de la haine. 29 avril 1945, après-midi, camp de concentration de Dachau. Ce qui se produisit dans les heures suivant la libération de Dachau serait classifié comme secret et resterait partiellement obscurci pendant des décennies. L'étendue complète de ce qui s'était passé ne serait jamais complètement documentée, mais les témoignages, les rapports officiels et les récits de survivants finirait par reconstituer une image de ce qui se produisit lorsque les soldats américains et les prisonniers libérés rencontrèrent les gardes SS. Le nombre exact de personnels SS tués durant la libération demeure incertain. Les estimations officielles vont de 35 à 50. Certains furent tués par des soldats américains, certains furent tués par des prisonniers libérés.
Certains furent tués dans des circonstances où il était impossible de déterminer qui avait tiré les coups fatals. Ce qui est certain, c'est que de nombreux gardes SS qui tentèrent de se rendre furent exécutés plutôt que mis en détention, et que ces exécutions violaient la loi militaire et la Convention de Genève. L'un des premiers incidents documentés impliqua le lieutenant William Walsh. Walsh avait été parmi les officiers qui inspectèrent le train de la mort. Il avait marché le long du train, ouvrant wagon de marchandises après wagon de marchandises, témoin des cadavres empilés. Il était ensuite entré dans le camp principal et avait vu les prisonniers vivants, des figures squelettiques s'accrochant à peine à la vie. Lorsque 4 officiers SS émergèrent d'une zone boisée, portant un drapeau blanc, le symbole universel de reddition, Walsh les rencontra. Les officiers tentaient de se livrer aux forces américaines, présumant probablement être traités comme prisonniers de guerre et bénéficier des protections de la loi internationale. Walsh regarda ces 4 officiers SS dans leurs uniformes propres, bien nourris et en bonne santé, tentant de se rendre après avoir présidé une installation où des milliers avaient été systématiquement assassinés. Et quelque chose en lui se brisa. Walsh ordonna à ses hommes de marcher les 4 officiers SS de retour au train de la mort. Il les força à grimper dans l'un des wagons de marchandises, un wagon encore rempli des cadavres de prisonniers qui étaient morts sous la garde SS. Walsh fit tenir les officiers parmi les corps, entourés par la preuve de ce que le système de camp avait fait. Puis Walsh sortit son pistolet et tira sur les 4 officiers. Ils tombèrent parmi les cadavres, mortellement blessés, mais pas encore morts. Leurs cris attirèrent d'autres soldats américains. Plusieurs de ces soldats finirent ce que Walsh avait commencé, exécutant les officiers SS blessés. Les tueries au train de la mort n'étaient que le début. Alors que davantage de soldats américains entraient dans le camp et rencontraient des gardes SS tentant de se rendre, des incidents similaires se produisirent à travers l'installation. À la cour à charbon près du bord du camp, 16 gardes SS qui avaient été détenus furent alignés contre un mur. Des soldats américains formèrent un peloton d'exécution impromptu. Les gardes furent exécutés sans procès, sans traitement, sans aucune des procédures requises par la loi militaire ou la Convention internationale. À la tour B, l'un des postes de garde surplombant le camp, 17 autres gardes SS furent abattus. Certains tentaient de se rendre, d'autres essayaient de se cacher. Tous furent tués. Ces exécutions n'étaient pas spontanées ou accidentelles. C'étaient des actes délibérés de soldats américains qui avaient décidé que les gardes SS méritaient la mort immédiate plutôt que les processus légaux que la justice militaire exigeait. Mais les exécutions par les soldats américains n'étaient qu'une partie de ce qui se produisit. Les prisonniers libérés, des hommes qui avaient survécu des années de torture, de famine et de brutalité, se trouvèrent avec un nouveau pouvoir. Les gardes qui les avaient terrorisés étaient maintenant vulnérables, et de nombreux prisonniers prirent leur revanche. Wenty Lenarch, un prisonnier polonais qui avait survécu des années à Dachau, décrivit plus tard ce qui s'était passé. Il déclara qu'après la libération, les prisonniers saisirent les gardes SS et les attaquèrent. Les gardes furent renversés, et dans les mots de Lenarich, personne ne pouvait voir s'ils étaient piétinés ou battus, mais ils furent tués. Lenarich expliqua l'état d'esprit des prisonniers simplement. Pendant des années, ils avaient été traités comme des animaux par les SS. La libération était leur anniversaire, le jour où ils pouvaient enfin riposter. La violence était brutale et directe. Les prisonniers battirent les gardes SS avec leurs poings, avec des pierres, avec tous les instruments qu'ils pouvaient trouver. Les gardes qui avaient infligé des années de souffrance moururent en quelques minutes aux mains de leurs anciennes victimes. Les soldats américains furent témoins de cette violence des prisonniers et firent face à un choix. La loi militaire leur imposait d'intervenir pour protéger les ennemis se rendant du mal pour maintenir l'ordre. Mais de nombreux soldats choisirent de ne pas intervenir. Ils détournèrent le regard. Ils permirent aux prisonniers d'exercer leur vengeance. Dans au moins un incident documenté, des soldats américains restèrent à côté pendant que 2 prisonniers libérés battaient un garde SS à mort avec une pelle. Les soldats auraient pu l'arrêter facilement. Ils choisirent de ne pas le faire. Ils regardèrent alors que le garde qui avait tourmenté les prisonniers pendant des années était tué par les hommes qui l'avaient brutalisé. Un autre soldat américain fut témoin d'un prisonnier piétinant le visage d'un garde SS jusqu'à ce que dans la description du soldat, il ne reste plus grand-chose. Le soldat s'approcha du prisonnier après et commenta qu'il avait beaucoup de haine dans son cœur. Le prisonnier hocha simplement la tête. Il ne s'excusa pas. Il n'expliqua pas. La haine n'avait besoin d'aucune explication.
pas après ce qui avait été fait en ce lieu. La violence ne se limita pas au camp lui-même. Alors que les forces américaines sécurisaient la zone autour de Dachau, elles découvrirent des gardes SS qui avaient fui et se cachaient dans des bâtiments voisins. Certains avaient changé leurs uniformes, se déguisant en civils ou essayant de se fondre parmi les personnes déplacées, mais les prisonniers les reconnurent. Ils connaissaient les visages de leurs bourreaux, et ils les désignèrent aux soldats américains, ou les traquèrent eux-mêmes. Un aumônier américain, un homme de Dieu, formé à la miséricorde et au pardon, fut approché par 3 jeunes prisonniers juifs. Les prisonniers lui dirent qu'ils avaient trouvé l'un des gardes les plus sadiques du camp se cachant dans une grange habillé en paysan. Ils l'avaient battu à mort. L'aumônier, entendant cette confession, ne condamna pas les jeunes hommes, ne parla pas de péché ou de la sainteté de la vie, ou de tendre l'autre joue. Il hocha simplement la tête et s'éloigna, parce que même un homme de Dieu confronté à ce qui s'était produit à Dachau comprenait que les cadres moraux conventionnels étaient inadéquats. Une partie de la violence impliqua des soldats américains fournissant des armes aux prisonniers. Des armes à feu prises aux gardes SS capturés ou tués furent données aux prisonniers libérés. Les soldats américains détournèrent ensuite le regard pendant que les prisonniers utilisaient ces armes pour exécuter des gardes. C'était une violation claire de la loi militaire. Armer des prisonniers et leur permettre de tuer des ennemis se rendant était interdit par tous les règlements militaires et conventions internationales. Mais les soldats qui le firent ne se souciaient pas des règlements. Ils avaient vu le train de la mort. Ils avaient marché à travers le camp, et ils avaient décidé que les gardes SS méritaient tout ce que les prisonniers voulaient leur faire. L'effondrement de la discipline militaire à Dachau ne fut pas total. De nombreux soldats américains maintinrent leur sang-froid et suivirent les procédures appropriées. De nombreux gardes SS furent mis en détention sans être blessés et furent traités comme prisonniers de guerre selon les règlements. Mais dans les premières heures après la libération, il y eut de nombreux incidents où la loi militaire fut délibérément violée, où des ennemis se rendant furent exécutés, où des prisonniers furent armés et autorisés à tuer des gardes, où des soldats américains restèrent à côté et regardèrent la violence qu'ils étaient légalement obligés de prévenir. Les soldats impliqués n'essayèrent pas de cacher ce qui s'était passé. Ils ne prétendirent pas que les gardes SS avaient été tués au combat ou en tentant de s'échapper. Ils reconnurent que des prisonniers se rendant avaient été exécutés, que la loi militaire avait été violée, que des crimes de guerre, selon la stricte définition légale, avaient été commis par les forces américaines. Ils ne s'en souciaient simplement pas, ils avaient vu Dachau. Ils avaient été témoins de preuves de meurtres systématiques à une échelle au-delà de la compréhension. Et ils croyaient que les gardes SS qui avaient opéré cette installation méritaient la mort indépendamment de ce que la loi militaire disait sur le traitement des prisonniers. En soirée le 29 avril, l'ordre avait été largement restauré. Les officiers avaient réaffirmé le contrôle. Les exécutions avaient cessé. Le personnel SS restant était traité par les canaux appropriés. Le personnel médical soignait les prisonniers libérés. Les ingénieurs organiser l'effort logistique massif requis pour prendre soin de 30 000 survivants. Mais la violence de ces premières heures ne pouvait être défaite. Entre 35 et 50 gardes SS avaient été tués après avoir tenté de se rendre. Certains par des soldats américains, certains par des prisonniers libérés, certains dans des circonstances où la responsabilité ne pouvait être clairement déterminée. Et la preuve de ce qui s'était produit était extensive. Plusieurs soldats avaient été témoins des exécutions. Des officiers avaient déposé des rapports. Les incidents ne pouvaient être cachés ou ignorés. En quelques jours, les rapports des représailles de Dachau atteignirent le haut commandement, et l'armée américaine fit face à un dilemme. Des soldats américains avaient commis des actes qui violaient la loi militaire et les conventions internationales. Devaient-ils être poursuivis ? Devait-il y avoir des conséquences pour avoir violé les règles de la guerre, même lorsque ces violations se produisaient en réponse à avoir été témoins de la pire atrocité de la guerre? La décision reposerait finalement sur le général George S. Patton, qui avait récemment été nommé gouverneur militaire de Bavière. Et la perspective de Patton sur ce qui s'était passé à Dachau serait façonnée par sa propre expérience avec le système de camps de concentration. Mai 1945, quartier général de la 7e armée, Bavière. Les rapports de Dachau atteignirent le bureau du général George S. Patton en quelques jours de la libération. Les rapports détaillaient ce que les soldats américains avaient trouvé. Le train de la mort, les prisonniers squelettiques, les piles de cadavres, la preuve de meurtres systématiques.
Il détaillait également ce que les soldats américains avaient fait en réponse. L'exécution de gardes SS se rendant, la violence commise par les prisonniers libérés avec des soldats américains restant à côté. Patton lut les rapports attentivement. Il n'était pas étranger au système de camps de concentration nazis. Des semaines plus tôt, le 12 avril, il avait visité Ohrdruf, un sous-camp de Buchenwald. Ohrdruf avait été le premier camp de concentration libéré par les forces américaines, et Patton avait insisté pour le visiter personnellement. L'expérience l'avait affecté profondément. Patton était un homme dur, un soldat de carrière qui avait passé des décennies au service militaire, qui avait commandé des armées à travers des campagnes brutales, qui se targuait de sa dureté et de sa capacité à faire face à toute horreur sans broncher. Mais après avoir visité Ohrdruf et vu la preuve de meurtre systématique, les corps, les instruments de torture, les fours crématoires, Patton avait marché derrière un bâtiment et vomi. Son aide en avait été témoin et avait enregistré dans son journal qu'il n'avait jamais vu Patton si physiquement affecté par quoi que ce soit. La réaction de Patton à Ohrdruf n'avait pas été de la faiblesse, ça avait été la réponse d'un homme confrontant le mal à une échelle qu'il n'avait pas cru possible. Et cela avait façonné sa perspective sur ce qui devrait arriver à ce responsable d'opérer de telles installations. Maintenant, en tant que gouverneur militaire de Bavière, Patton était responsable de décider comment gérer les rapports de Dachau. Une enquête avait été ordonnée, les incidents étaient documentés et il y avait une pression de certains milieux pour poursuivre des accusations de cour martiale contre les soldats qui avaient exécuté des prisonniers se rendant. Le cas légal était clair. La loi militaire dans la Convention de Genève interdisait l'exécution de prisonniers qui s'étaient rendus. Les gardes SS à Dachau, aussi monstrueux que fussent leurs crimes, tentaient de se rendre lorsqu'ils furent tués. Selon la loi internationale, ils auraient dû être mis en détention et traités pour des procès de crimes de guerre. Les soldats qui les avaient exécutés, particulièrement le lieutenant William Walsh, qui avait tiré sur 4 officiers SS dans un wagon de marchandises, avaient violé ces lois. Ils avaient commis des actes qui correspondaient à la définition légale de crimes de guerre. Le lieutenant-colonel Joseph Whittaker, inspecteur général adjoint de la 7e armée, fut assigné pour conduire l'enquête formelle. Whittaker interrogea des dizaines de soldats qui avaient été présents à Dachau. Il collecta des témoignages sur les exécutions. Il documenta les violations de la loi militaire qui s'étaient produites. Basées sur l'enquête de Whittaker, des accusations furent préparées. Le lieutenant-colonel Felix Sparks, qui avait commandé le bataillon qui était entré à Dachau en premier, fit face à des accusations liées à l'échec de maintenir la discipline et de prévenir les crimes de guerre. Le lieutenant William Walsh fit face à des accusations potentielles de meurtre. D'autres soldats firent face à diverses accusations liées à leur participation aux exécutions. Les accusations étaient sérieuses et bien documentées. Si poursuivies, elles résulteraient en cour martiale et potentiellement des punitions sévères pour les soldats qui avaient violé la loi militaire. Mais les accusations nécessitaient une approbation pour procéder. Et cette approbation viendrait du général Patton. Patton considéra la situation attentivement. Il comprenait les arguments légaux. Il reconnaissait que la discipline militaire exigeait des conséquences pour les violations de la loi. Il savait qu'échouer à poursuivre établirait un précédent problématique, que les soldats pourraient exécuter des prisonniers chaque fois qu'ils sentiraient que l'ennemi le méritait. Mais Patton comprenait également ce que ces soldats avaient été témoins à Dachau. Il avait vu des horreurs similaires à Ohrdruf. Il savait que les gardes SS à Dachau avaient opéré une installation où des dizaines de milliers avaient été systématiquement assassinés, que ces gardes n'avaient montré aucune miséricorde envers leurs victimes, qu'ils avaient présidé des années de torture, de famine et de tuerie à échelle industrielle. Et lorsque les soldats américains, des hommes qui avaient combattu honorablement pendant des années, qui avaient suivi les règles de la guerre, qui avaient maintenu la discipline à travers un combat brutal, rencontrèrent ces gardes SS et la preuve de leurs crimes, ils avaient répondu avec rage et violence. Patton prit sa décision. Il ordonna que les accusations soient rejetées. Aucune cour martiale ne procéderait. Aucune action disciplinaire ne serait prise contre aucun soldat impliqué dans les exécutions de Dachau. La décision fut controversée. Certains argumentèrent qu'elle minait la discipline militaire et établissait un précédent dangereux, qu'elle suggérait que les soldats pouvaient violer les lois de la guerre chaque fois qu'ils se sentaient justifiés,
qu'elle endommageait l'autorité morale de l'Amérique dans la poursuite des criminels de guerre nazis. Mais le raisonnement de Patton était direct. Ces soldats avaient été confrontés à la preuve de la pire atrocité de la guerre. Ils avaient vu des choses qui défiaient toute hypothèse sur la civilisation humaine. Et ils avaient répondu en tant qu'êtres humains, pas en tant qu'automates parfaitement disciplinés suivant des règlements. Patton ne punirait pas des hommes pour avoir été humains face au mal inhumain. Le cas ne fut pas entièrement clos. Cependant, même avec la décision de Patton de rejeter les accusations, le bureau du juge-avocat général conduisit sa propre révision. L'analyse légale était nécessaire pour établir un précédent et clarifier comment des situations similaires devraient être gérées à l'avenir. Le colonel Charles L. Decker, juge-avocat adjoint par intérim, fut assigné pour fournir l'opinion légale finale. L'analyse de Decker, complétée fin 1945, fut remarquablement franche et deviendrait l'un des documents légaux les plus importants abordant les représailles de Dachau. Decker commença par reconnaître l'évident. Des violations de la loi internationale s'étaient produites. Il écrivit explicitement qu'il semblait y avoir eu une violation de la lettre de la loi internationale, car les gardes SS semblaient avoir été abattus sans procès. Ce n'était pas un langage légal ambigu. Decker déclarait clairement que des crimes de guerre avaient été commis par les forces américaines. Les exécutions de prisonniers se rendant violaient la Convention de Genève. Les soldats qui participèrent avaient enfreint les lois de la guerre. Mais Decker aborda ensuite les circonstances qui entouraient ces violations. Il a écrit sur les conditions qui avaient accueilli les yeux des premières troupes de combat arrivées à Dachau, le train de la mort avec 2000 cadavres, les 30 000 prisonniers squelettiques à peine vivants, les tas de corps à travers tout le camp, les preuves de torture et de meurtre systématiques. La conclusion de Decker était que, compte tenu de ces circonstances, la justice et l'équité n'exigeaient pas que la tâche difficile et peut-être impossible de fixer la responsabilité individuelle soit entreprise. Cette déclaration capturait le dilemme essentiel. Oui, des crimes avaient été commis par des soldats américains, mais ces crimes avaient été commis en réponse au fait d'avoir été témoins de preuves de crimes tellement pires. Des crimes d'une ampleur si écrasante que tenir des soldats individuels responsables semblait injuste. Decker nota également des difficultés pratiques. Identifier exactement quel soldat avait tiré sur quel gardien serait extrêmement difficile. Plusieurs soldats avaient tiré sur les mêmes cibles. Des prisonniers avaient participé aux tueries. Le chaos du jour de la libération rendait un compte-rendu précis presque impossible. Mais plus fondamentalement, l'analyse de Decker suggérait que le contexte comptait dans l'évaluation de la culpabilité, que les soldats confrontés aux preuves de l'Holocauste ne pouvaient pas être jugés selon les mêmes normes que les soldats opérant dans des conditions de combat normales, que les circonstances extrêmes créaient des facteurs atténuants qui l'emportaient sur les violations techniques de la loi. La conclusion juridique était sans ambiguïté. L'affaire était close. Aucune accusation ne serait déposée. Aucune cour martiale ne procéderait. Aucune punition ne serait administrée à aucun soldat impliqué dans les représailles de Dachau. Cette décision reflétait à la fois des préoccupations pragmatiques et une complexité morale. Pragmatiquement, poursuivre les libérateurs des camps de la mort serait politiquement désastreux. Le public américain ne comprendrait pas ou ne soutiendrait pas de telles poursuites. Mais la décision reflétait également une véritable incertitude morale quant à savoir si les soldats qui avaient été témoins de Dachau pouvaient être jugés équitablement par ceux qui ne l'avaient pas été. Si les hommes confrontés aux preuves de l'Holocauste pouvaient être censés maintenir une discipline parfaite et une adhésion au règlement, s'il existait des circonstances si extrêmes qu'elles existaient en dehors des cadres que le droit militaire était conçu pour traiter. Les soldats qui ont participé aux représailles de Dachau n'ont jamais été officiellement sanctionnés, mais ils ont vécu avec ce qu'ils avaient fait et leurs réactions ont considérablement varié. Le lieutenant William Walsh, qui avait exécuté 4 officiers SS dans le wagon de marchandises, ne s'est jamais excusé pour ses actions. Lorsqu'il a été interrogé des décennies plus tard, en 1990, on lui a posé directement la question sur les tueries. Sa réponse était franche et impénitente. Walsh a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il y avait un gardien SS qui avait été abattu ou tué à Dachau, qui se demandait pourquoi il avait été tué ou ne pouvait pas le comprendre. L'implication était claire, les gardiens SS savaient exactement pourquoi ils étaient exécutés. Ils savaient ce qu'ils avaient fait à Dachau.
Et lorsque des soldats américains qui venaient de découvrir un train plein de cadavres ont décidé que ces gardiens méritaient la mort immédiate, les gardiens ont compris le lien. La perspective de Walsh représentait une extrémité du spectre, une conviction complète que ces actions avaient été justifiées, que les gardiens SS méritaient l'exécution, qu'aucune excuse n'était nécessaire ou appropriée. D'autres soldats qui ont participé ou été témoins des exécutions avaient des sentiments plus compliqués. Certains estimaient que les actions avaient été nécessaires sur le moment, mais auraient souhaité qu'elles n'aient pas été nécessaires. Certains ont lutté avec le fait d'avoir violé des principes qu'ils avaient été élevés à respecter. Certains ont simplement refusé de discuter de ce qui s'était passé, considérant cela trop douloureux ou trop complexe à expliquer aux gens qui n'avaient pas été là. Mais à travers le spectre des réactions, un thème est resté cohérent. Les soldats croyaient que les gens qui n'avaient pas été témoins de Dachau ne pouvaient pas pleinement juger leurs actions. Que comprendre ce qu'ils avaient fait nécessitait de comprendre ce qu'ils avaient vu. Que l'évaluation morale des représailles de Dachau était impossible, sans comprendre le contexte qui les avait produites. L'affaire était officiellement close, mais elle serait débattue par les historiens, les juristes et les éthiciens militaires pendant des décennies, et elle soulèverait des questions qui restaient fondamentalement non résolues. Quelle est la réponse appropriée lorsque les soldats sont témoins d'atrocités si extrêmes que les cadres moraux normaux semblent inadéquats ? Le droit militaire peut-il fonctionner efficacement lorsqu'il est appliqué à des situations qui existent en dehors des catégories qu'il était conçu pour traiter ? Et où se trouve la ligne entre la justice et la vengeance ? Lorsque les crimes auxquels on répond sont des crimes contre l'humanité elle-même ? Ces questions n'avaient pas de réponse facile. Et les représailles de Dachau resteraient comme un rappel que parfois les questions les plus importantes ne peuvent pas être résolues de manière définitive. Elles ne peuvent être comprises que dans toute leur complexité. Le 30 avril 1945, 10 Downing Street, Londres. Les nouvelles de ce qui s'était passé à Dachau sont parvenues à Londres en quelques jours. Les rapports sont arrivés par les canaux militaires et les services de renseignement, décrivant à la fois les horreurs découvertes au camp et les représailles violentes qui avaient suivi. Le Premier ministre Winston Churchill a reçu des briefings détaillés sur la libération, le train de la mort, l'état des prisonniers et l'exécution des gardiens SS par des soldats américains et des prisonniers libérés. Churchill était au courant des atrocités nazies depuis des années. Il avait reçu des rapports de renseignement tout au long de la guerre sur le meurtre systématique des Juifs et d'autres groupes que le régime nazi considérait comme indésirables. Il avait parlé publiquement des crimes nazis, bien que l'ampleur complète de l'Holocauste n'ait pas encore été complètement documentée ou largement comprise. Des mois plus tôt, Churchill avait fait une déclaration qui révélait sa perspective sur les criminels de guerre nazis. Il avait déclaré que ce qui se passait était probablement le plus grand et le plus horrible crime jamais commis dans toute l'histoire du monde, qu'il avait été fait par des machines scientifiques, par des hommes nominalement civilisés, au nom d'un grand État et de l'une des principales races d'Europe. C'était une déclaration qui reconnaissait la nature sans précédent de l'Holocauste. Pas seulement le meurtre, mais l'extermination systématique, bureaucratique, à l'échelle industrielle. Et le langage de Churchill suggérait qu'il comprenait que ce n'était pas une guerre ordinaire, ou même une atrocité ordinaire. C'était quelque chose de catégoriquement différent. Maintenant, avec des rapports détaillés de Dachau, Churchill faisait face à des questions sur la façon de répondre. Les soldats américains qui avaient exécuté des gardiens SS avaient violé le droit international et les règlements militaires. La Grande-Bretagne, en tant qu'alliée de l'Amérique et co-belligérante, devrait-elle condamner ces actions ? Churchill devrait-il exprimer des préoccupations concernant les violations de la Convention de Genève ? La réponse de Churchill était délibérée et révélatrice. Il n'a pas condamné les soldats américains. Il n'a pas publié de déclaration sur l'importance de maintenir la discipline militaire ou d'adhérer au droit international. Il n'a pas suggéré que les exécutions à Dachau représentaient un échec de la justice militaire américaine. Au lieu de cela, Churchill s'est concentré sur la documentation et les témoignages. Il voulait que le monde voie ce que les nazis avaient fait. Il voulait des preuves si écrasantes que le déni serait impossible. Il voulait que les atrocités soient documentées si minutieusement que les générations futures ne puissent pas rejeter les rapports de l'Holocauste comme une exagération ou de la propagande. Churchill a pris une décision. Une délégation parlementaire britannique serait envoyée en Allemagne pour être témoin des camps de concentration de première main.
Des membres du Parlement, des représentants du peuple britannique au gouvernement verraient les preuves de leurs propres yeux et feraient rapport à la nation. La délégation ne visiterait pas Dachau, qui se trouvait dans le secteur américain. Au lieu de cela, il visiterait Buchenwald, qui avait été libéré par les forces américaines le 11 avril et était maintenant accessible aux observateurs alliés. Les instructions de Churchill à la délégation étaient claires. Il devait tout voir, tout documenter, puis dire au monde la vérité sur ce que le régime nazi avait fait. Le 19 avril, une délégation de 10 parlementaires britanniques est partie pour l'Allemagne. Le groupe comprenait 8 membres de la Chambre des communes et 2 membres de la Chambre des lords. Ils représentaient différents partis politiques et circonscriptions, garantissant que les conclusions de la délégation ne pourraient pas être rejetées comme de la propagande partisane. La délégation est arrivée à Buchenwald le 21 avril 1945, 10 jours après la libération. Le camp avait été partiellement nettoyé à ce moment-là. Les prisonniers les plus gravement malades avaient été évacués pour un traitement médical. Certains corps avaient été enterrés, mais il en restait suffisamment pour fournir des preuves accablantes de ce qui s'était passé. Rien n'aurait pu préparer les parlementaires britanniques à ce dont ils ont été témoins. C'étaient des hommes éduqués, sophistiqués, des avocats, des hommes d'affaires, des dirigeants politiques habitués à traiter des questions complexes et difficiles. Mais Buchenwald a défié leur capacité à comprendre ce qu'ils voyaient. La délégation a vu des survivants, des hommes réduits à des squelettes vivants, beaucoup encore trop faibles pour se tenir debout. On leur a montré les baraquements où les prisonniers avaient été entassés dans des conditions qui auraient été inhumaines pour des animaux. On leur a montré les fours crématoires, contenant encore des restes humains carbonisés. On leur a montré les installations d'expérimentation médicale, où les prisonniers avaient été soumis à des procédures de torture. On leur a montré des tas de corps qui n'avaient pas encore été incinérés, preuve de l'ampleur de la mort à Buchenwald. On leur a montré l'appareil de torture routinière, les poteaux de fouet, les cellules de punition, les zones d'exécution. On leur a donné des témoignages de survivants sur ce qu'avait été la vie dans le camp, la famine, la brutalité, les tueries arbitraires, la déshumanisation systématique. Les parlementaires britanniques ont traversé Buchenwald dans un silence stupéfait. Plusieurs sont tombés physiquement malades, d'autres ont pleuré, tous ont été profondément ébranlés par ce dont ils ont été témoins. Un membre de la délégation a écrit plus tard qu'il avait cru que les rapports initiaux sur les camps de concentration nazis étaient exagérés, que sûrement les conditions ne pouvaient pas être aussi mauvaises que décrites, que la propagande de guerre exagérait toujours les atrocités ennemies. Marcher à travers Buchenwald avait détruit ce scepticisme. La réalité était pire que toute propagande ne l'avait suggéré. La délégation a passé des heures à Buchenwald, s'assurant qu'ils voyaient tout et pouvaient fournir un témoignage complet. Ils ont interrogé des survivants, ils ont examiné des preuves physiques, ils ont pris des notes et posé des questions. Ils étaient déterminés à comprendre ce dont ils étaient témoins, afin de pouvoir l'expliquer avec précision aux autres. La délégation est retournée à Londres, et a immédiatement préparé un rapport pour Churchill. Le rapport a été soumis le 25 avril, seulement 4 jours après leur visite. La rapidité reflétait l'urgence que la délégation ressentait à propos de la documentation de ce qu'ils avaient vu. Le rapport était détaillé et sans concession. Il décrivait les conditions à Buchenwald en termes explicites. Il incluait des témoignages de survivants. Il fournissait des preuves de meurtres systématiques, d'expérimentation médicale, de torture et de famine délibérée. Il précisait clairement que Buchenwald avait été une installation conçue pour la destruction systématique d'êtres humains. Churchill a reçu le rapport le 25 avril et l'a lu attentivement. Il a ensuite pris des dispositions pour le présenter au Parlement le 27 avril 1945. La présentation de Churchill au Parlement était solennelle et délibérée. Il n'a pas dramatisé ou exagéré les conclusions de la délégation. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Il a simplement exposé ce que les parlementaires britanniques avaient été témoins à Buchenwald et ce que ces preuves révélaient sur la nature du régime nazi. L'impact sur le Parlement a été profond. Les membres qui avaient été sceptiques quant au rapport d'atrocité nazi ont été forcés de faire face aux témoignages de leurs propres collègues. La délégation avait vu les camps de leurs propres yeux. Leurs témoignages ne pouvaient pas être rejetés comme de la propagande ou de l'exagération. Le but de Churchill en envoyant la délégation et en présentant leurs conclusions au Parlement était stratégique. Il comprenait que la documentation était essentielle, que les générations futures auraient besoin de preuves complètes de l'Holocauste, que des sceptiques et des négationnistes émergeraient
et qu'un témoignage écrasant serait nécessaire pour les contredire. Mais l'accent mis par Churchill sur la documentation reflétait également sa décision de ne pas condamner les soldats américains qui avaient exécuté des gardiens SS à Dachau. Il n'a pas mentionné les représailles de Dachau dans sa présentation parlementaire. Il n'a pas discuté des violations de la Convention de Genève ou des préoccupations concernant la discipline militaire. L'omission était délibérée. Churchill avait décidé que la priorité était de documenter les crimes nazis et non de poursuivre les soldats alliés qui avaient répondu violemment à la découverte de ces crimes. La perspective de Churchill sur les gardiens SS et ce qui devrait leur arriver avait été articulée des mois plus tôt, en juillet 1944, dans une lettre au ministre des Affaires étrangères. Churchill avait écrit que tous ceux impliqués dans les crimes nazis qui tombaient entre les mains des Alliés, y compris les personnes qui avaient simplement obéi aux ordres en exécutant les meurtres, devaient être condamnés à mort. Cette déclaration était sans ambiguïté. Churchill croyait que tous ceux impliqués dans l'exploitation du système de camps de concentration, des commandants aux gardiens qui prétendaient qu'ils ne faisaient que suivre les ordres, méritaient l'exécution. Les soldats américains à Dachau avaient mis en œuvre exactement ce principe. Ils n'avaient pas utilisé de tribunaux ou de procès ou de procédures juridiques, mais ils avaient exécuté des gardiens SS qui avaient exploité un camp de la mort. Et Churchill, qui avait déclaré que de tels gardiens devaient être condamnés à mort, n'était pas enclin à critiquer les soldats pour avoir exécuté cette sentence immédiatement, plutôt que d'attendre des procédures juridiques formelles. La position de Churchill reflétait une compréhension pragmatique de la complexité morale. Oui, les soldats américains avaient violé le droit militaire. Oui, exécuter des prisonniers qui se rendaient était interdit par la Convention internationale. Mais ces prisonniers avaient été des gardiens SS à Dachau, des hommes qui avaient participé aux meurtres systématiques pendant des années. Churchill comprenait quelque chose que des moralistes plus rigides pourraient manquer, que parfois la réponse juridique techniquement correcte est moins importante que le résultat substantiellement juste. Les gardiens SS à Dachau auraient été jugés et exécutés par des canaux juridiques. Les soldats américains avaient simplement accéléré ce processus. La décision de Churchill de ne pas condamner les représailles de Dachau était également politiquement astucieuse. La Grande-Bretagne et l'Amérique étaient alliées. La guerre n'était pas encore complètement terminée. Les combats se poursuivaient dans le Pacifique. Créer une tension diplomatique sur des violations du droit militaire qui s'étaient produites en réponse à la découverte de l'Holocauste ne servirait aucun but utile. Mieux valait se concentrer sur ce qui comptait. Documenter les crimes nazis si minutieusement qu'ils ne pourraient jamais être niés ou minimisés. S'assurer que le monde comprenait ce qui avait été fait. Créer un dossier historique qui durerait pendant des générations. L'approche de Churchill a réussi. Le rapport de la délégation parlementaire britannique est devenu une partie de la documentation extensive de l'Holocauste. Combiné avec la documentation militaire américaine, les preuves soviétiques et les témoignages de survivants, les preuves sont devenues écrasantes et irréfutables. Dans les mois et années suivants, alors que l'ampleur complète de l'Holocauste devenait claire, la décision de Churchill de donner la priorité à la documentation plutôt qu'à la critique des soldats alliés qui avaient répondu violemment à la découverte des camps a été justifiée. Le monde avait besoin de voir et de comprendre les atrocités nazies. C'était plus important que de maintenir une adhésion parfaite au règlement militaire dans les suites immédiates de la libération. Des décennies plus tard, lorsque les historiens ont examiné la réponse de Churchill aux représailles de Dachau, la plupart ont conclu qu'il avait fait le bon choix. Il avait reconnu que certaines situations existent en dehors des cadres moraux et juridiques normaux, que les soldats confrontés aux preuves de l'Holocauste ne pouvaient pas être jugés selon des normes ordinaires, que la priorité était de s'assurer que le monde savait ce que les nazis avaient fait, et non de punir les soldats alliés pour avoir répondu avec rage à la découverte de ces crimes. Le lieutenant William Walsh, qui avait exécuté 4 officiers SS à Dachau, ne s'est jamais excusé pour ses actions. Lorsqu'il a été interrogé en 1990, 45 ans après l'événement, il a déclaré clairement qu'il ne croyait pas qu'aucun gardien SS tué à Dachau ne s'était demandé pourquoi il avait été tué ou n'avait pas réussi à le comprendre. Churchill, s'il avait été interrogé, aurait bien pu être d'accord. Les gardiens SS à Dachau savaient ce qu'ils avaient fait. Ils savaient de quoi ils avaient fait partie. Et lorsque des soldats américains qui venaient de découvrir 2000 cadavres dans des wagons de marchandises ont décidé que ces gardiens méritaient une exécution immédiate,
Le lien était évident. La grande contribution de Churchill a été de reconnaître que face au mal sans précédent, les règles et procédures normales pourraient ne pas s'appliquer. Que parfois, la chose la plus importante que les dirigeants peuvent faire n'est pas d'imposer une discipline parfaite, mais plutôt de s'assurer que la vérité est documentée, si complètement qu'elle ne peut pas être niée. Les représailles de Dachau ont violé le droit militaire, mais Churchill a compris qu'elles représentaient quelque chose de plus complexe qu'une simple criminalité. Elles représentaient la réponse d'êtres humains confrontés à des preuves de mal systématiques à une échelle qu'ils n'avaient pas imaginée possible. Et Churchill, qui avait passé 5 ans à combattre l'Allemagne nazie, qui avait dirigé la Grande-Bretagne à travers ses heures les plus sombres, qui avait vu l'ampleur complète de la brutalité nazie, comprenait que parfois, la justice et la vengeance ne sont pas des opposés. Parfois, ce sont deux noms pour la même réponse nécessaire au mal absolu. Le vieux lion, qui avait combattu les nazis depuis 1939, avait appris quelque chose que des dirigeants plus conventionnels pourraient ne pas saisir. Que la ligne entre la justice et la vengeance n'est pas toujours claire. Que parfois ce n'est pas une ligne du tout, mais un abîme. Et que les soldats qui ont regardé dans cet abîme à Dachau, qui ont vu ce que les nazis avaient créé, ont répondu de la seule façon dont les êtres humains pouvaient répondre lorsqu'ils étaient confrontés à l'impensable. Churchill ne les a pas condamnés pour cela. Il a documenté ce qu'ils avaient trouvé. Il a veillé à ce que le monde sache. Et il a laissé le jugement des actions des soldats à l'histoire et aux gens qui comprenaient que parfois, il n'y a pas de bon choix, seulement de terribles nécessités. Peut-être qu'à la fin, le lieutenant Walsh et Winston Churchill auraient été complètement d'accord. Les gardiens SS à Dachau savaient exactement pourquoi ils sont morts, et cette connaissance était tout le procès qu'ils méritaient.